C'est le grand retour de Stéphanie Touga parmi nous. Comment Salut vas-tu, Francis, Stéphanie? salut Fred, Salut. ça va? Bon, good. T'as passé de bonnes vacances? J'ai passé de bonnes vacances au Québec, en Parfait. bonne Québécoise qui lutte contre Donald Trump. J'ai pas traversé la frontière. J'aime ça que Stéphanie Touga lutte pendant ses vacances en faisant Ça rien. arrête jamais, la lutte, Francis. Ça arrête jamais. La luta continua. La lotta continua, C'est ça. disait l'autre. Ceci dit, t'as pas du tout regardé les nouvelles pendant 2 semaines. T'es au courant de rien. Ah, donc non, là, j'ai rien fait de ça, je vais franchement. lever le voile Ah oui, sur explique-moi, l'actualité. qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. On me souffle à l'oreille que tu as déménagé, Ouais. que Sydney Sweeney a des beaux a gènes. brisé Internet de Dis-moi, par ses beaux gènes. dirais-tu que t'as de bons gènes, Stéphanie Touga? Ben écoute, je suis en bonne santé. Ouais, correct. Là. Ben ouais, correct. Disons que je me suis jamais attardée à réfléchir à, À ça. ta génétique. À ma génétique. Ouais. Je trouve qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas bien en ce moment. Puis je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a passé collectivement autant de temps à se chicaner sur une publicité de pantalon. Je sais pas, je pense que les gens sont paresseux, puis Ouais. ils ont pas envie de se casser la tête avec de la politique, puis Ouais. de la démocratie. Mais ça, tu sais, Fait En même que temps, là, ils ouais. politisent une publicité. Là. Mais C'est ça, hautement, On là, tu déchire sais. notre Puis chemise. c'est vraiment devenu aussi là, une espèce de débat où on veut intellectualiser beaucoup l'affaire. Ouais, ouais. Alors que c'est vraiment du monde de pub qui ont dit comment qu'on peut vendre le plus possible la fille cute blonde. Je sais pas Exact. combien de fois cette pub-là a joué gratuitement Sérieux? sur les ondes de pub, et combien de fois j'ai Mais vu les je suis gros vraiment lolos de Sydney Sweeney dans ma face. C'est Je pas suis ça vraiment qu'on voulait- tannée qu'on parle d'elle. C'est pas de ça qu'on Pauvre elle aussi, un peu. c'est ça d'en parler. Non, elle aime ça qu'on parle d'elle. Ça, Peut-être, je te ouais, garantis. sûrement. Non, on voulait parler d'Arthabasca. Oui. C'est l'ouverture des bureaux de vote par anticipation. Exact, c'était hier matin. Hier, ça excuse-moi. se ferme, ça se termine donc ce soir à Bon. 20h. Fait que qui gagne, là? Oui, c'est ça. Dans ma boule de cristal. Ouais. Ben, écoute, déjà, je m'attends pas à un score phénoménal De vote par anticipation. Ben non. Tu sais, je m'attends à ce que, non seulement le vote par anticipation, mais aussi de vote carrément, là, la date Les butoir. partiels, c'est jamais 80 là, je veux Ben dire. non, c'est ça. Puis je suis allée refouiller dans les dernières années. La dernière fois qu'il y a eu une partielle en plein été, c'est dans Vachon, donc en Montérégie, pas très loin de ta nouvelle demeure. Ouais. Le taux de J'ai-tu dit vote... que j'avais déménagé? Non, c'est ça, c'est discret. Mais le taux de vote dans l'urne était de 28 t'sais, 28 c'est quand même vraiment, là, c'est une personne sur 4. Globalement, presque. Là, globalement, là, dans une élection générale, on tourne autour de 70 d'habitude. 28 des gens inscrits sur une liste électorale. En genre, plus, t'exclus oui. les immigrants, C'est les ça. travailleurs, Mais dans les Vachon, enfants. ouais. Non, mais tu sais, c'est comme Dans finalement, Vachon, c'est c'est genre pas mal 100% une personne des... sur 10. Là. Non, Ouais. mais tu comprends ce que je veux dire? Je comprends tout à fait. Ouais. Donc, à voir ce qui va se passer, mais chose certaine, sur les 10 candidats, parce qu'il y a 10 candidats possibles pour lesquels les gens d'Arthabasca peuvent voter, Ouais. il y a 2 candidats qui se démarquent depuis le début. J'ai écouté un petit peu, là, malgré mes vacances. Il y a eu des débats Je suis pendant allée que écouter le tu étais débat. absente, Il y ouais. aura aussi un débat dimanche sur les ondes de LCN à... Je me souviens plus, allez voir, mais je pense 13h30. Donc, il y aura un débat, un deuxième débat. Il y a eu un premier débat dans la dernière semaine. On a vu un Éric Duhaime qui était dans une position d'être la cible de tous, c'est-à-dire qu'il était définitivement celui qui incarnait le plus le changement. Après, est-ce que c'est le changement positif ou le changement négatif? Ça dépend d'où tu loges politiquement. Mais chose certaine, c'est le gars qui était un peu en faux avec le reste des principaux candidats, des principales candidatures. Celui qui s'est aussi largement démarqué, à mon sens, c'est le candidat du Parti québécois. On sentait qu'Éric Duhaime puis Alex Boissonneau du Boissonneau, PQ, ouais. exact, étaient vraiment plus expérimentés, plus habiles avec ce genre de formule-là, de par leur passé. La candidate ils ont de eu QS, par aussi exemple, c'était plus moins de ça. temps de préparer. Là. Je veux dire, les autres ont le sentiment que ça a été comme un peu décidé Ben la oui, veille, puis Alex là. Boissonneau, je veux dire, c'est un journaliste de carrière, c'est pas la première fois qu'il parle, là, tu sais. Ouais. Puis Éric Duhaime aussi, là, on l'a entendu à Radio de Québec pendant des années. Donc, bon, c'est vraiment ces 2 candidatures-là qui se démarquent. Je suis retournée voir aussi ce comté-là, il est à cheval sur 2 circonscriptions au fédéral qui ont été envoyés, où on a envoyé des députés conservateurs. Donc, il y a vraiment un fonds conservateur là, qu'Éric Duhaime peut aller chercher, peut aller, une table dans laquelle il peut aller. J'ai comme le sentiment que les taper en bon conservateurs français. québécois puis les conservateurs canadiens, quoique peut-être moins maintenant, mais historiquement, c'était pas le même conservatisme. Tu as là, raison, cela dit, le Bloc, on aurait pu penser qu'il aurait terminé 2e, mais non, ils ont terminé 3e. Donc, il y a vraiment un fond conservateur pour vrai, dans ce sens que c'est pas des nationalistes, c'est pas des gens identitaires, ce sont des personnes qui s'identifient au Parti conservateur.
À noter aussi qu'il n'y a pas eu de député conservateur au Québec, là, sous la bannière québécoise, là, depuis 1935. À l'époque, c'était Maurice Duplessis, le chef du PCQ. Ça commence donc à dater. Et du côté du Parti québécois, ben, on n'a pas regagné cette circonscription-là depuis 1998. Je ne sais pas, tu étais où en 1998, mais moi, j'étais au tout début de mon primaire. Donc, ça commence à faire un petit moment quand même. Donc, au début de ton primaire. Okay. Oui. Je sais pas. J'étais un enfant des années 90. Et donc c'est ça. C'est intéressant de voir ces deux candidats-là se battre tant du côté du PQ que du PCQ. C'est dur à dire qui va gagner. Il y a rien. On n'a pas de signaux clairs pour le moment. Il y a un c'est petit deux belles paradoxe qu'il me semble observer. Encore une fois, je ne suis pas sur le terrain. Je suis ça un peu en dilettante, mais j'ai le sentiment... qu'autant Éric Duhem, là, il fait des assemblées de cuisine. Il est sur le terrain. Là. Il est sur très, le très terrain. fort. Oui. Et ce que je vois dans sa com, c'est des espèces de sujets à la mort moelle-nœud, à la con, genre mon char, mon choix, la taxe... C'est comme... C'est sûrement pas de ça qu'il parle là, dans les assemblées de cuisine. On dirait qu'il y a une grande sensibilité micro-individuelle et des messages complètement déconnectés de ce qui se passe dans le monde. Là, mais genre, tu comprends? Prends ce que tu entends dans les assemblées puis transpose-les en message de campagne. Il y a comme une déconnexion. Sérieux, mon char, mon choix, je trouve ça d'une stupidité. Je n'ai parlé avec Jacinthe. C'est d'une vulgarité, c'est épouvantable. Puis c'est épouvantable. C'est pas ça ton message. Là. Il y a des agriculteurs, il y a des jeunes agriculteurs, il y a du monde qui souffrent de l'inflation, ils ont peur de Donald Trump. Les tarifs, là, les agriculteurs, ils vont les copier. La taxe carbone, sauver 22 cents. C'est là-dessus qu'il a sorti un sondage maison. Il a sorti un sondage maison là-dessus, la semaine dernière, en disant que je pense que c'est 45% des gens de sa circonscription s'opposent à la taxe carbone. Puis là, la question qu'on se pose, et c'est Philippe Léger qui la posait ce matin, est-ce que tu as demandé? Tu es où, toi, dans les intentions de vote? Parce que normalement, quand tu es une formation politique, le petit secret aux gens qui nous écoutent, là, la première question que tu poses, c'est « Tu vas-tu voter pour moi? » Fait que s'il l'a pas sorti, il y a peut-être une raison pourquoi il l'a pas sorti. Mais chose certaine, il essaie de faire un wedge, là, un enjeu politique avec la taxe carbone. Puis pour vrai, là, la réalité, là, c'est que 90% des Québécois, là, puis même, je m'inclus dans ce 90%-là, je fais pas j'essaie pas d'avoir de la hauteur sur les gens, mais la taxe carbone, c'est un enjeu complexe. C'est pas juste genre, tu payes-tu plus cher ou moins cher à la pompe, là. C'est quand même un enjeu complexe qui mérite qu'on s'y attarde, puis d'en faire un petit enjeu de petite politique, moi, ça me déplaît pas mal. Non, mais tu m'enlèves les bouts de la bouche. Là. Moi, je me posais la question si justement sur le terrain, les gens disaient pas le gaz est cher, puis la réponse facile, ça serait pas la taxe carbone. Non, mais ils ont raison. Le gaz, il est cher, mais tu sais, la taxe carbone, c'est pas, comme tu dis, la réponse à ce mot-là. Je veux dire, il y a plein d'autres enjeux. Puis, en effet, dans un contexte où on se fait ramasser par les tarifs de Donald Trump qui vont avoir un impact considérable sur des emplois dans la région, notamment les agriculteurs, à un moment donné, si tu veux vraiment t'attarder aux préoccupations de monsieur, madame, tout le monde, ben parle-leur, tu sais. Rapidement, là, le débat des candidats a lieu le 7 août, donc à 13h30 à LCN. Voilà, ce jeudi. Voilà. Sinon, parlons un peu de Trump, dont on a parlé sans en parler. On a vu, c'était ton cadeau de fin de vacances. Oui. Je ne l'avais pas annoncé, mais on a vu donc l'imposition le 1er août là, de tarifs. En même temps, comme on le dit souvent, là, 90% des biens exportés aux États-Unis sont exemptés, mais bon, il y a quand même ces nouveaux tarifs qui ont été annoncés par Donald Trump. Donald Trump qui continue à être un peu le bully là, à l'endroit du Canada. J'ai de la misère à comprendre. Là, on voit Michael Leblanc et Howard Lutnick tout souriants là, qui s'en vont négocier. Il semble y avoir à la fois de la très bonne entente puis de la grande cordialité. On sent que Mark Carney et Trump se parlent. C'est pas le... Ils ne crient pas des noms par la tête là, comme avec Justin Trudeau. Là, tu comprends? C'est pas la... Non, mais... Puis même le 51e État, il est quand même moins là. C'est moins en train de fond. Presque, mais n'empêche que Mark Carney s'est fait élire en disant, tu sais, moi, je serai l'adulte dans la pièce. Il disait, moi, je suis l'homme de la situation. Pour l'instant, et c'est pas que de sa faute, là, qu'on se comprenne très bien. Mais pour l'instant, constat d'échec quand même. Je veux dire, on n'a pas été chercher aucun gain, aucune garantie. On a même concédé certaines affaires. Notamment, on est allé se mettre un tsar du fentanyl. On a investi des milliards à la frontière en matière de sécurité. Mais parce qu'il continue d'utiliser ça comme motif. Là, je veux dire, tu as tout à fait raison. Mais on a aussi reculé, par exemple, sur les géants du Web. Je veux dire, on a donné uniquement des concessions et on est allé chercher absolument rien pour l'instant. Mais je compare ça avec Ursula von der Leyen, qui représente 440 millions d'Européens. Je veux dire, elle avait beaucoup plus de leverage en bon français et elle n'a rien fait avec ça. Mark Carney, 40 millions d'habitants,
totale dépendance. Je veux dire, tu comprends? Je sais pas de faire l'apologie de Mark Carney. Non, je comprends. Je sais pas qui disait Ursula ça. von der Leyen, par exemple, elle a un 15 en effet, de tarifs, tu as raison. Surtout, tu as 100 raison. Et 0 de l'autre bord. C'est complètement atroce. Là, la Corée du Sud a exactement le même deal. Là, mais à la différence que ici, on est quand même dans un contexte où on a un accord de libre-échange qui couvre à peu près tout ce qu'on exporte là-bas. Là, fait qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. On a cette chance-là de pouvoir jouer l'horloge. Fait que peut-être que c'est un peu la technique de Mark Carney de dire, nous, on va acheter un peu de temps, on va laisser les autres aller se casser les dents, puis nous, on va aller régler nos affaires à plus longue haleine, on va faire les choses de manière intelligente. Ça se peut, ça. Mais entre-temps, il y a des entreprises qui commencent à fermer en Ontario, par exemple dans le secteur de l'automobile, dans le secteur du bois d'œuvre en Colombie-Britannique, dans des scieries et des alumineries au Québec. On l'a vu ici, ouais. Donc, tu sais, fait que oui, c'est une technique qui peut être intéressante, je pense, et sur le plan politique, sur le plan très, très macro. Puis clairement que Mark Carney, quand il réfléchit, là, il réfléchit pas au micro. Là. Il pense pas à monsieur, madame, tout le monde. Il contrairement à Donald Trump. Contrairement à Donald Trump, par exemple, qui est très à la pièce. Là, et bruyant. Oui, absolument, absolument. Fait que, à voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, mais le 7 août... Qu'est-ce qui se passe, Francis? J'ai un problème de fil. Je suis désolée. Tu m'as complètement... Le 7 août, il y a un débat, mais c'est pas le même sujet. Non. Donc, Donald Trump. Donc, mais bref, ça pour dire comment ça va finir, tu penses? Ben, écoute, j'ai l'impression que ça va finir que Donald Trump, il va identifier des failles dans notre argumentaire, notamment la gestion de l'offre. Moi, je pense que, malheureusement, là, je pense que Donald Trump, il n'arrête pas d'en parler de la gestion de l'offre. Il parle de deux affaires. Le fentanyl, c'est un faux sujet. La gestion de l'offre étant l'autre enjeu. Je pense vraiment que, même si c'est une ligne rouge pour les Canadiens, je pense que Donald Trump va s'y attaquer, va s'y attarder. Et ce sera catastrophique pour l'économie québécoise, le cas échéant. Ben, ouais? Ouais. Tant que ça? Ben, ouais. Pourquoi? Pour nos agriculteurs, pour nos fermiers, pour les... C'est pas l'économie qui... Tu sais, je veux pas solidarité avec les agriculteurs des Chambaud. Ce sera un enjeu pour eux. Ce sera un enjeu pour eux, mais pour l'économie québécoise, ça va avoir pratiquement aucune incidence. Je veux dire, franchement, du lait en bas du prix du marché, là, tu comprends? Ouais. Non? Oui, mais ça fait quand même des décennies qu'on est là-dessus, sur ce système-là. On en jette dans les rivières, là, tu comprends? Là, comme c'est quand même... Je veux dire... Ouais, on en jette dans les rivières? Non, mais je veux dire, il y a comme, je sais plus quelle proportion du lait qui est juste jeté, là, tu comprends? On gaspille des quantités astronomiques, on contraint la production d'œufs, de lait, de volaille. Je veux dire, ça sert certains intérêts pour certaines raisons, puis je veux pas... Je dis pas que c'est simple, mais quand même, j'ai accueilli Sylvain Charlebois régulièrement à l'émission, quelqu'un qui connaît quand même un peu ça. Définitivement mieux que nous autres. Puis qui veut que ça change pas pour dire... Puis tu sais, il est ami avec les agriculteurs. Mais tu sais, on veut pas tuer du monde, là, mais en même temps, ça se peut pas un système encore aujourd'hui. On est le seul État dans le monde là, qui a un système aussi robuste en matière de gestion de l'offre. C'est fou. C'est clair. Complètement. Puis encore une fois, on veut préserver des emplois puis une autonomie alimentaire et tout. Il y a certainement des façons plus efficaces de faire ça que de se priver totalement de toutes les avancées technologiques depuis genre 50 ans. Là. Je veux dire, tu comprends? Je veux dire, Mais dans un contexte où déjà ce monde-là, il en arrache à cause des tarifs de Trump, que dans plus on s'en prenne à eux en changeant de manière drastique le système, pour moi, on rate un peu la cible. Fred? Mais moi, il y a toujours la question aussi de ce qu'on permettrait d'importer n'a pas nécessairement les mêmes qualités alimentaires. Là. On sait qu'il y a plus de régulation, par exemple, en Europe sur ce qu'on consomme. Mais ici, on est un peu un hybride entre les Europes et les États-Unis. Est-ce que cette gestion de l'offre-là, moi, c'est à ça que je me raccroche au-delà des arguments économiques, c'est que je me dis, ça s'assure qu'on sait ce qu'on boit dans notre lait, là, tu sais. Ah oui, je suis à la même place. Je pense que de changer le système en ce moment, dans ce contexte-ci, dans ce contexte politique-ci, dans ce contexte économique-ci, pour moi, c'est pas la bonne. Ce serait pas une bonne décision politique. Puis je pense qu'il y a une ligne rouge là. Je pense que pour le Québec aussi, il y aura évidemment les enjeux de spécificité culturelle linguistique. Donald Trump a déjà dit qu'il voulait s'y attaquer également. Bien sûr. Et donc, à choisir entre les agriculteurs et les emplois de l'automobile, tu penses que... Je pense que Mark Carney va pencher du côté de l'automobile. Oui, je pense que oui. Puis, je veux dire, ça a un impact direct. Puis, tu sais, on peut pas accepter que les voitures japonaises seront tarifées à 15 % que les voitures canadiennes seront tarifées à 35 %. Tu sais, ça n'a comme pas de bon sens. Fait que je pense que Mark Carney va trancher... davantage de ce côté-là. Et platement, là, puis au risque de me faire lancer des tomates, mais tu sais... Lancez-lui des tomates. Lancez-moi des tomates, mais tu sais, fabriquer des voitures, c'est des jobs hautement technologiques, il y a de l'ingénierie, il y a de la sophistication, il y a de l'automatisation. À un moment donné, je sais pas comment dire,
malheureusement, l'agriculture, ça a tellement évolué depuis des décennies. Puis on a encore chez nous on a comme une industrie qui n'a pas de maudit bon sens tellement elle est peu performante. C'est comme... Puis c'est la raison pour laquelle ils en arrachent. Là, je veux dire, ça peut pas fonctionner, un système comme celui-là. Bien, à voir, en tout cas, est-ce que les agriculteurs et les fermiers seront épargnés? Je serais surprise. J'ai vraiment l'impression que Donald Trump, ce sera un des nœuds qui l'utilisera. En parallèle, donc, de notre négociation avec les États-Unis, en ce moment, il y a Dominique Leblanc et Anita Anand, la ministre des Affaires étrangères, qui s'en vont au Mexique. Au Mexique? Oui, qui seront au Mexique dans les prochains jours. Qui a eu une prorogation de 90 jours. Qui a eu un 90 jours, ouais. exactement. Franchement, le Mexique, là, Claudia Sheinbaum, de son petit nom, la présidente du Mexique, a vraiment fait un tour de force diplomatique, a réussi à obtenir un sursis de 90 jours, a réussi à avoir 0% de tarif. Ils ont été plus discrets que nous, je dirais. Ils n'ont pas fait de contre-tarif. Ils ont été plus discrets, puis c'est de la main-d'œuvre pas chère. Fait que là, on leur a rappelé. Je pense que la présidente mexicaine leur a bien rappelé et font des efforts, eux aussi, en ce sens de limiter le fentanyl qui entre aux États-Unis. Je connais pas les chiffres exacts. Je devine que ça ressemble un peu au Canada là, en termes de proportion d'exportation. Le Mexique, c'est vers les États-Unis que ça se passe. Mais je veux quand même dire, on a peut-être, comme Canadiens, plus de possibilités, plus d'options qui s'offrent à nous. Je veux dire, on a des produits à valeur ajoutée, l'aluminium, on peut envoyer... Franchement, le Mexique, ce qui exporte, c'est du cheap labor, là, tu comprends? Je veux dire, je veux dire, les entreprises chinoises... C'est comme la première étape d'industrialisation aussi, là. La première étape de l'acier, mettons, de l'aluminium. Les États-Unis, ça serait la fin du monde, là. Fait qu'ils ont aussi beaucoup... Peut-être qu'on crie plus fort parce qu'on a... comparativement. Là, je pense pas qu'on est dans une très forte position au Canada, mais je pense qu'on a un petit peu plus de levier que le Mexique. Il n'y a pas l'uranium ou la potasse ou l'alu. Non, puis on a aussi des accords commerciaux intéressants avec, par exemple, l'Union européenne, avec la ECG. On a des accords aussi avec l'Asie du Sud-Ouest. Fait que, que le Mexique a genre le Brésil et l'Argentine. Mais le Mexique, c'est aussi le troisième partenaire commercial du Canada. Fait que, intéressant. On a Antoine qui nous écrit, Francis, je sais pas si ça va le faire réagir. Bonjour Francis, pendant que je vous écoute, je vois mon voisin fermier et producteur laitier faire ses foins. Ils travaillent comme des fous et les immenses fermes américaines vont tous les faire disparaître. Ce n'est pas ce qu'on veut. Non, ben je veux vraiment pas sonner insensible. Je dis juste qu'un dude assis dans un tracteur qui conduit, somehow, ça a moins de valeur ajoutée, économique. Là, je sais pas comment l'exprimer. Que robotiser ça. Que robotiser une usine qui fabrique des voitures à 80 000 $. C'est juste... Non, mais là, tu peux-tu boire tes voitures, là? Non, mais je dis juste, mon point, c'est que je me mets dans la tête d'un décideur, Mark Carney ou Pierre Poilievre ou n'importe qui. Tu as à choisir entre deux industries. Une qui est une industrie à forte valeur ajoutée, automatisable, avec des ingénieurs, puis l'autre qui est comme... Encore une fois, il y a quelque chose de beau là, d'avoir nos terres puis notre culture locale. C'est juste que d'une certaine façon, ça fait partie de notre ADN. Ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Ça fait partie de notre ADN, de notre identité, de notre culture, de notre patrimoine. Notre fromage en grains. Le fromage d'ici. On va manquer de temps, les amis, mais je pose quand même la question parce que tu l'as dit tout à l'heure, on est une des seules juridictions au monde qui a ça. Je sais. Il y a encore des agriculteurs en Pologne, puis en France, puis au Zimbabwe. Mais à qui appartiennent les terres? Je sais pas, mais je pose la question. Est-ce que vraiment c'est la disparition de notre agriculture alors qu'on est le seul pays ou seul endroit au monde? Je sais pas si c'est vrai, mais c'est un des seuls États au monde. Il y a plein d'autres pays qui ont réussi à faire une transition, à avoir une agriculture locale sans pour autant contraindre à ce point-là. Puis honnêtement, je veux pas rentrer là-dedans, on n'a pas le temps, puis je réinviterai Sylvain à l'émission. Mais tu sais, faire acheter les quotas, là. Tu veux t'acheter une ferme laitière au Québec là, comme un petit gamin là, de 18 ans, là, oublie ça. Là. T'en as comme pour des millions de dollars de quotas, là, de papier pour avoir t'as pas une vache, t'as pas un bâtiment, t'as pas un tracteur. Tu sais, ça n'a pas de maudit bon sens, mais en même temps, c'est ce qui protège l'industrie en place. Fait que c'est comme un genre de catch-22, comme on dit. Puis si on revient à la base, là, très politiquement, là, Mark Carney s'est fait élire où, principalement? Au Québec, dans les centres urbains, oui, mais au Québec puis en Ontario. Puis Québec puis l'Ontario, c'est la gestion de l'offre, puis c'est l'automobile. Fait qu'il y aura le choix entre sa sœur puis son frère, essentiellement. Fait qu'à voir pour qui il penchera. Merci. En une phrase aussi, Francis, là, c'est Claude qui souligne que pour cultiver comme les Américains, il faudrait sacrifier l'environnement. Je sais que l'environnement, c'est une valeur qui t'est chère aussi. J'aime ça, on essaie de le convaincre. J'aime ça d'être dans un débat, je fais juste essayer de raisonner avec vous, mais j'apprécie vraiment. Puis honnêtement, continuez à nous alimenter. J'ai envie qu'on continue à poursuivre cette réflexion-là ensemble tout au long de l'été pour les 3 semaines qui nous restent. Il nous reste 3 semaines, Francis. Oui, Stéphanie Touga, merci d'être là, comme toujours, en studio, toujours plus agréable aussi.